I can tell what you're thinking. You're looking at me right now, and you're telling yourself, I can't beat this guy. You're looking at me, and you're telling yourself, I can't beat this big, beautiful French-Canadian bastard KO. And you know what, Steve? I think you're right. Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai taro. Ima kara desu. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan. Allez, parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Et bonjour, bien le bonsoir, bien le bonjour pour ceux qui sont contrariants et contrariantes. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast, cette émission incroyable qui vous parle de catch sous toutes ses coutures, avec humour, joie et allégresse. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagné de Michael. Hello Michael. Ah. Ouais, ça fait plaisir de te revoir, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'émission ensemble, après des émissions en extérieur pendant l'été, on espère que ça va reprendre et tout ça, voilà. En tout cas, content d'avoir parmi nous, et vous allez vite comprendre que Michael est plus qu'une pièce maîtresse aujourd'hui, ce soir, où nous enregistrons l'émission, mais avant ça, évidemment, El Patron, Félix Navedas. Salut Félix. Hola, buenas tardes. Mais par contre, El Patron, je sais pas si je suis hyper dac avec ce surnom vu pas trop, le Del qui Rio, le ouais. porte. Mais Ouais, bon. c'est vrai, effectivement. On va trouver quelque chose. Le chef, voilà, on trouvera autre chose. C'est vrai que tu m'affubes de Réfé, et moi-même, donc votre hôte, votre tout mon toi, mon roi, référence des années 90, Mehdi, donc sur toutes les émissions joyeuses de M le Mehdi et Catchacast particulièrement ce soir. Et on va parler ce soir. J'ai même pas envie en fait de prononcer son nom, non pas parce que c'est comme Voldemort, mais parce que je vais le laisser celui qui est le plus touché par l'homme, la carrière, et on va revenir pendant toute l'émission ensemble. Michael, de qui va-t-on parler? Pas de Kevin Owens. J'ai bien aimé le bas. Mais quelle évidence, de qui d'autre? Effectivement, on va vous parler de Kevin Owens, le plus troll des catcheurs, le plus talentueux, le plus limité, diraient certains. Enfin voilà, on vous tease un petit peu des petites choses sur ce monsieur qui évolue aujourd'hui encore à la WWE, mais qui, bien avant ça, a eu plein d'autres vies, plein d'autres carrières, dont notamment un passage très emblématique à la ROH, mais on reviendra là-dessus, la fameuse Ring of Honor, et on va commencer effectivement sur qui est Kevin Owens. Là je laisse effectivement carte blanche à qui veut prendre la parole, et peut-être l'habituel que Félix, en homme bien organisé, a tendance à me poser comme question: quel a été notre premier contact avec Kevin Owens? Peut-être Michael, allez, on te laisse, à tout seigneur. Non, bah oui, je sais pas, parce que moi, mon premier contact a été tardif, donc peut-être que c'est plus chronologique si Félix en parle en premier, je pense. Ok. Moi, je suis un peu dans l'entre-deux, je pense. Ok. Bah déjà pour ceux vraiment qui connaissent pas Kevin Owens, bon, vous avez vu sa trogne si vous avez cliqué sur l'émission, mais donc c'est un catcheur québécois qui catch actuellement à la WWE, que vous pouvez entendre dans le générique du Catchacast. Exactement, c'est vrai. En français québécois d'ailleurs, oui, il me semble. Je vais te dire une chose, John. Donc
Un catcheur assez emblématique de ces dernières années, même si c'est pas forcément une top star. Enfin, j'ai peur de. Heureusement, on est à distance, hein, parce que je pense que je me serais pris un gros coup de coude de la part de Mickaël, mais. C'est pas une top star, non, faut avouer, mais. J'ai dit emblématique quand même, hein. Voilà. J'ai essayé d'être juste. Qui est connu surtout pour son parcours dans le circuit indépendant américain, qui a vraiment percé comme ça. Et qui, depuis maintenant presque 10 ans, est une figure presque incontournable de la WWE, en tout cas indéboulonnable, j'ai envie de dire. Oui. Ça, je pense que là-dessus, c'est assez indéniable. Je peux peut-être continuer parce que je ne sais pas à quel point, effectivement, Mickaël nous parle de dimension tardive, mais peut-être, je m'estime un peu dans l'entre-deux. Alors moi, c'est un petit peu comme ce dont on vous avait parlé avec Félix sur l'émission sur la ROH, Ring of Honor, toujours disponible, évidemment, sur tous vos fournisseurs audio préférés. On vous avait parlé de ça et je vous avais parlé, en fait, de plein de catcheurs que j'ai découvert, on va dire, par bribes sur lesquelles je suis revenu beaucoup plus tard, un petit peu comme on fait sur cette émission-là, en me disant qu'est-ce qu'il a fait avant. Mais là, contrairement à cette émission-là, je l'avais fait quand même quelques années auparavant, notamment mon premier contact fort, même si c'est pas le premier contact chronologique, celui où vraiment je me suis dit ah ouais, c'est ça Kevin Owens, c'était NXT. Même si j'avais vu brièvement effectivement des bribes ROH et notamment, on en reparlera évidemment, la rivalité et l'amitié avec Ed Generico, l'autre nom de Sami Zayn. Mais voilà, ça a été NXT et c'est cette image très emblématique pour moi, justement, la transition est toute faite, de Kevin Owens, qui à l'époque je ne savais pas, en fait, j'étais complètement ingénu parce que je ne savais pas qu'Ed Generico était Sami Zayn et je savais juste que il était venu le chercher, je crois, à la sortie d'un de ses sacres de champion et où il lui a explosé le dos sur une powerbomb sur l'apron, sur le bord du ring, ce qui pour moi encore aujourd'hui reste peut-être une des images. Alors ça a évolué depuis puisque évidemment c'est toute la joie du catch, hein. On augmente, on fait du level up au niveau de notre XP catch et notre culture catchesque. Mais pour moi, ça a été une des images, je dirais, dans mon top 3, top 5, des trucs les plus mixés entre surprise et violence en termes de prise. Voilà. Ça pose un petit peu le décor et l'affect qui va avec. Mais du coup, est-ce qu'on a parlé de son vrai nom ou je me souviens pas avoir entendu encore son vrai nom. Vas-y, alors on t'en prie. Du coup, c'est Kevin Steen, son vrai nom. Enfin, si on parle de. Alors moi, du coup, en effet, je connais pas très bien sa carrière d'avant, parce que moi je l'ai découvert aussi à NXT. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu un peu perdu NXT, je trouve que c'était... j'ai découvert NXT et Kevin Owens au même moment, en fait. Et par contre, moi, ce qui est rigolo, c'est que je l'avais vu bien avant, mais je ne le connaissais pas encore, puisque en fait, je l'avais vu en 2007. Ah, il faisait partie des fameux... Il avait fait un show à la Défense avec... tant qu'à faire Daniel Bryan, Danielson, il y avait aussi apparemment Pac, Austin Harris, il y avait beaucoup de gens. Ça va. Et donc, ouais, je l'avais vu là où il était en équipe avec El Generico du coup, et où il faisait plutôt du catch comique, hein, avec El Generico qui était un peu l'Auguste, on va dire, et Kevin Steen, donc qui était le clown blanc. Et du coup, voilà, mais à l'époque, il n'était pas forcément hyper connu. Et du coup, il a fallu que notre ami commun Guillaume Verdun me dise plus tard, ah mais en fait, tu le connais, lui, tu l'as déjà vu il y a hyper longtemps. Enfin, tu étais tout jeune. Ouais, c'est marrant parce que finalement ce fameux match, ce fameux show que vous avez vu, c'est un truc un peu qui sert de fil rouge à pas mal d'émissions parce que c'est vrai que vous avez vu du beau monde à l'époque. Donc Kevin Steen, hein, comme nous le rappelait Mickaël, hein, qui est le premier nom, hein, le nom d'Indie Darling comme on aime à le dire, de chouchou du circuit indépendant. Et on va en reparler plus en détail. Hein. Je parlais de la ROH, mais j'ai aussi eu l'occasion de le voir au détour de la PWG, beaucoup plus occasionnellement, mais ça m'a permis un petit peu de... Justement, donc Kevin Steen, déjà, oui, c'était son nom de scène, mais c'est son nom dans la vie, hein, dans la vie, on va dire réelle, entre guillemets. Et oui, tu parles de PWG, justement, le show
Alors j'y étais pas, mais le show que tu as vu, Michael, à la Défense en 2007, c'est un show PWG. Je crois que c'est l'un des 2 seuls shows de la PWG à l'extérieur des États-Unis. C'était lors d'une tournée en Europe. Ils avaient fait, je crois, juste l'Allemagne et la France. Et ils sont repartis. C'était bon. Et ouais. Ouais, vas-y. Et ils sont jamais revenus. Donc c'était ton premier show, tu dis, pardon? Et c'était mon premier et mon seul. Enfin, après, j'en ai vu d'autres longtemps après, mais c'était quasiment à ce moment-là le seul show de catch que j'ai vu. Donc j'ai quand même eu de la chance. C'est joli baptême, on est d'accord là-dessus. Donc c'est parfait. Merci pour la pression, Félix. Et t'allais rajouter autre chose, je crois. Et oui, j'allais juste rajouter, déjà avant qu'on passe à pourquoi on en parle maintenant, Kevin Owens, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle, enfin surtout Mickaël, qu'on en parle dans le podcast, que voilà, on a trouvé une raison, entre guillemets, tout trouver justement pour en parler. Mais avant ça, juste pour vous dire moi quand est-ce que je l'ai découvert. C'était un peu avant qu'il arrive à NXT. Il est arrivé à NXT en 2014, quand tu parles du slashage de Sami Zayn, c'était vraiment c'était le show où il a catché pour la première fois Kevin Owens, donc sous ce nom Owens. Il avait catché CJ Parker, qui est devenu Juice Robinson, où il s'était notamment pété le nez, voilà. Et au début donc du show, il était, implicitement, il jouait la carte du meilleur ami de Sami Zayn, parce que le public d'NXT était, je sais pas si ça l'est encore aujourd'hui, mais ça a toujours été un public assez éduqué, assez éclairé au passé des catcheurs qui arrivaient à NXT. Et à l'époque, c'était des catcheurs, des gros noms du circuit indépendant, donc ils avaient était déjà visible entre guillemets à la Ring of Honor, à la PWG, d'ici d'ailleurs à la New Japan, à la Noah, etc. Et donc au début du show, il est ami avec Sami Zayn, un peu en mode wink wink, parce qu'évidemment on n'est pas censé savoir que Sami Zayn c'était El Generico, donc son meilleur ami / ennemi pendant des années, mais on y reviendra. Et à la fin du show, il vient pour le féliciter d'avoir enfin gagné le titre NXT. Et bam, il le trahit, en un show, quoi. Powerbomb, qui restera un peu le mythe fondateur de Kevin Owens à la WWE. Oui. Et il prendra le titre au pay-per-view suivant, et ce qui fait qu'il a été pushé, c'est un des rares catcheurs à la WWE et à NXT qui a été pushé immédiatement, et il est devenu champion immédiatement, quasiment. C'était un peu le début d'une trajectoire assez agressive au début, où il a eu un peu des ceintures tout le temps, puis après c'était calmé. On en parlera. Mais au début c'était très immédiat, quoi. Mais on verra justement cette histoire de push, que c'est quand même très particulier, très emblématique de Kevin Owens. Félix ? Oui, donc juste pour boucler la boucle de la question initiale, moi je l'ai découvert en juillet 2011, parce que c'était à peu près au même moment que la fameuse pipe bomb de CM Punk, dont on a parlé dans un podcast d'ailleurs. Oui. Plusieurs podcasts même. Tout ça pour dire qu'il faut écouter Catchacast encore une fois. C'était à Best in the World 2011, donc un show de la Ring of Honor, un des rares internet pay-per-view, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de streaming vraiment à l'époque, c'était du pay-per-view mais sur internet, en direct. C'était trop... Les moyens étaient pas ouf, pour vous dire, et puis pour les trouver et les télécharger, c'était compliqué. Et ce gars, je ne le connaissais absolument pas. Et déjà, j'étais pas très familier avec la Ring of Honor, donc c'était vraiment de la pure découverte pour moi. Et ce gars arrive depuis le public, fait un scandale, comme s'il n'était pas prévu. Il défonce des gars, des gars de la sécurité, enfin soi-disant de la sécurité. Il se fait éjecter de la salle, alors que tous les fans sont à fond derrière lui, donc ils avaient l'air évidemment de le connaître. Et en plus, un gars qui arrive et qui dit non mais je veux revenir à la Ring of Honor, laissez-moi revenir, j'ai changé, etc. Donc il y a une backstory derrière, mais tu la connais pas.
mais en tout cas ça t'intéresse. Et puis finalement, quand la figure d'autorité de la Ring of Honor de l'époque, qui est Jim Cornette, arrive et lui dit bon, peut-être qu'on va t'aller réhabiliter, peut-être qu'on peut s'arranger. À ce moment-là, il lui envoie un gros fuck you et défonce tout le monde, quoi. Donc déjà là aussi, autant pour NXT il y avait un côté fondateur pour Kevin Owens, autant pour moi à ce moment-là il y avait un truc fondateur avec Kevin Steen, c'est-à-dire que c'est un gars qui allait encore plus loin que ce que venait de faire CM Punk avec tout son discours ultra anti-système, etc. qu'il avait fait à Raw, quoi, quelques jours voire quelques semaines avant, quoi. Vous l'avez entendu dans la bouche de Félix, hein. Il est allé plus loin que CM Punk, hein, donc c'est un peu un mec, et encore, on n'a pas fini. Et on n'a pas fini de répéter cette phrase, je pense. Et d'ailleurs, ce côté anti-authority et tout ça, c'est un petit peu la façon dont c'est un peu la façon la plus simple dont on devrait booker Kevin Owens. Et au final, il a quand même été booké plus ou moins comme ça à WWE aussi, mais probablement pas assez, quoi. Mais en fait, ça devrait être un petit peu à la base son gimmick de par défaut, en fait, qu'il soit face ou heel tout le temps, en fait, quoi. Ah oui, parce que pour ceux qui connaissent pas Kevin Owens, qui arrivent pas vraiment à l'imaginer, c'est un gars qui a pas du tout une carrure de catcheur à l'américaine, genre grand baraque, bodybuildé, au contraire. Non mais je l'adore, voilà, tu sais que je l'adore. Mais c'est vrai que et c'est d'ailleurs un point qui est revenu plusieurs fois dans sa carrière, donc c'est dommageable, mais en même temps ça a tracé sa route aussi. Il n'a pas du tout. Ouais, c'est un petit gros, quoi. C'est un petit gros, barbu, avec plein de tatouages, et c'est une grande gueule. Alors, est-ce qu'il était grande gueule avant, ou alors est-ce qu'il est devenu grande gueule par pure adaptation sociétale ou sociale, je sais pas. Mais voilà, ça marque aussi le personnage, je pense. Et en effet, puisqu'on en est à la description physique, son problème, c'est que c'est un petit gros. C'est-à-dire que quand t'es un grand gros dans le catch, ça passe. Mais quand t'es un petit gros, ou quand t'es Keith Lee, ou même quelqu'un comme Samoa Joe, en fait, qui est pas énorme, mais en fait, quand on le voit à Kevin Owens, il est quand même vachement plus. Ouais, voilà, il est plus massif. Et tu peux le booker comme un monteur heel ou un monteur face. Alors que Kevin Owens, tu peux pas vraiment le booker comme un monteur heel. Parce qu'il est juste pas assez, il est presque pas assez gros. En fait, il est trop gros et pas assez gros à la fois. Donc, il est pas si grand que ça, quoi. Ouais, je crois qu'il fait quand même un genre avec 80 en vrai, mais bon, par rapport à d'autres catcheurs, en fait, il est pas si grand. Et c'est vrai que clairement, à la WWE, c'est pas le seul. Hein, je veux dire, on a déjà parlé de ça aussi dans d'autres podcasts, mais à la WWE, il y a des gens comme Shawn Michaels ou Bret Hart. Il aurait pu ne jamais être poussé fut un temps. Parce que Vince McMahon a toujours eu du mal à considérer qu'on puisse être une grosse star si on n'est pas un géant ou bodybuildé. Bon, ça sera toujours un problème. Ouais. Et donc, on est plutôt booké comme un underdog. Et ça, c'est clair que ça... Et donc, en bref, à ce moment-là, Kevin Owens, on lui a dit plusieurs fois qu'il ne pourrait pas arriver à WWE, par exemple, pour cette raison-là, qu'il n'arriverait jamais à WWE. Donc, c'est pour ça que quand il arrive à NXT et qu'il est poussé immédiatement... parce que Triple H a une mentalité différente, on va dire. Et totalement fan, hein. Je pense qu'il est devenu totalement fan s'il l'était pas déjà avant, quoi. Et il y a vachement aussi Regal, je crois, qui a poussé. Je crois que c'est Regal qui a pas mal. Et donc du coup, c'est déjà, en fait, Kevin Owens, on va en parler jusqu'à ce week-end. C'est une succession de petits miracles qui pensaient ne jamais arriver, qui finissent par arriver, quoi. Et justement, c'est quoi le dernier miracle de ce week-end ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ce week-end, alors d'une part, il a catché dans le main event de WrestleMania de la première journée, qui n'aurait jamais dû arriver. On aurait demandé, personne n'aurait jamais pensé que ça puisse arriver, et lui encore moins. Surtout après les dernières années où clairement, on va en parler, mais il y a eu beaucoup de soucis, et clairement, on lui a fait comprendre qu'il y avait une limite à son push. Et au final, c'est arrivé un peu sorti nulle part. Et en plus, il a fait ce main event avec Stone Cold Steve Austin, qui est un petit peu l'idole de son enfance. Et qui n'a pas catché depuis 19 ans. Donc c'était complètement miraculeux pour le coup. Et l'idole de beaucoup d'enfance, au-delà effectivement de Kevin Owens. Hein, et le catcheur le
probablement le catcheur le plus avec The Rock peut-être. Avec The Rock, le plus over de l'histoire du catch, ou avec Taker aussi. Oui, mais après Taker effectivement a une longévité qui est assez impressionnante, mais on est d'accord, ça fait un bon trio pour vous faire un petit ordre d'idée avec les deux autres, je pense, même pour les gens qui ne connaissent pas le catch, qui arrivent un petit peu à resituer tout ça. Toute petite précision, là ça a été fait par Félix pour la raison du contexte, hein, c'est pas simplement un petit caprice, hein, souvent quand on vous mintonne nos émissions, on essaye de coller à l'actualité, pas pour y coller absolument, mais pour une cohérence des émissions. Et petite précision pour celles et ceux qui ne sont pas entendus sur d'autres émissions, c'est pas du tout du damage control, hein, mais en général, quand on parle de personnages effectivement de dimension gros, etc., et on sait que les gens sont très épidermiques sur Internet, on n'est pas du tout dans une dimension grossophobe, on est quand même assez factuel, hein, si vous préférez des termes genre surcharge pondérale, allez-y, mais et c'est aussi en référence à un autre canon, je dirais, de physique, qui est la fameuse notion de big guy. C'est pour ça qu'on parlait des gros et des gros, au sens, les big guys, c'est vraiment les types, comme disaient Michael et Félix, bodybuildé et dans l'archétype WWE, surtout celle de Vince McMahon, et les big guys plus côté un peu enveloppé, rondouillard, etc., comme peut l'être Kevin Owens. Voilà, ça replante le décor, et puis pour celles et ceux qui voudraient s'agacer tout seul et toute seule, on vous aura tout expliqué. Alors du coup, on a vu comment on est chacun devenu, chacune chez vous, envoyez des commentaires, devenu fan de Kevin Owens. On va voir maintenant un petit peu, il y a les grandes lignes, hein, Félix nous en a planté une assez emblématique, complétée par Michael, c'est le réseau indépendant. Je pense qu'on va commencer par là et voir comment, je pense que si on devait résumer, on dirait l'indé, NXT et puis la WWE, le tout avec le fil rouge dont nous parlera Michael, les fameux push qui vont avoir bien des allures différentes, et on reprécise que le push, même si c'est un peu évident pour les fans catchesques, c'est cette idée en fait de mettre en avant, on se dit on mise sur un poulain, sur un ou une catcheuse, et on lui donne un maximum de chance au niveau storytelling, au niveau place, temps de catch sur le ring. Voilà. Donc on part de la sphère indépendante, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose avant l'indépendant? Je m'y colle peut-être. On va s'y coller avec toi. Avant, j'ai envie de dire, il y a sa naissance. Enfin, je sais pas. On va peut-être pas aller jusque là, mais Kevin Owens à Marieville, Québec, Canada. Kevin Steen plutôt, avant de devenir Kevin Owens. Kevin Steen. Évidemment, Michael, tu m'arrêtes si jamais je dis des âneries ou je blasphème. Kevin Steen, c'est un catcheur presque né, dans le sens où c'est un fan de catch absolu. C'est un gars, en plus un fan de la WWE. Enfin, il l'a toujours répété quand c'est un fan c'est la génération des Monday Night Wars, des guerres du lundi soir aux États-Unis entre Raw pour la WWE et Monday Night Raw pour la WCW, et il était un fervent défenseur de la WWE. Il était même à être anti WCW. C'est pour dire aussi son niveau de passion, on va dire, et son catcheur préféré c'est Owen Hart à l'époque, donc le frère cadet de Bret Hart. Il va même prénommer son fils plus tard Owen, en hommage à Owen Hart, et puis le nom son nom de scène, son pseudo Kevin Owens, il vient aussi de là, hein. Et donc il va commencer très tôt, il me semble, dans sa carrière professionnelle de catcheur, toujours au Québec. Il va être entraîné par des catcheurs québécois, parce que on le soupçonne pas forcément, mais le Canada est un gros vivier de catch et de catcheurs, mais pas seulement le Canada anglophone. Il y a aussi toute une histoire sur le Canada francophone. Exactement. Notamment, André le Géant a fait une énorme partie de sa carrière au Québec, hein. Et puis il y a des catcheurs à la WWE comme les frères Rougeau, dont un est même l'entraîneur de Kevin Steen, il me semble. Enfin voilà, il part pas, de nulle part. Il y a des histoires aussi. Alors, je sais pas si du coup, si vous voulez que je vous parle de ça brièvement, mais du coup, il y a une des histoires un peu fondatrices de Kevin Owens, qui est du coup un Steen qui a eu quand même beaucoup de démêlés, et en vrai et fictionnel, avec les promoteurs.
c'est qu'apparemment, alors je vais pas dire des bêtises, mais je vais pas aller dans les détails, mais en fait, il a eu en fait, il y a eu une histoire où il catchait dans la promotion du coup de Rougeau, donc c'est lequel du coup Et Jacques Rougeau. C'est Jacques Rougeau. Et Jacques Rougeau, en fait, il commençait à avoir de l'intérêt parfois de la WWE pour des catcheurs indés. Et à un moment donné, Jacques Rougeau a voulu il était question que certains de ces catcheurs fassent des essais à la WWE. Et Jacques Rougeau a commencé à être un peu exclusif et à dire non, mais si tu vas là-bas, moi je te boucle plus, tout ça, bon, on va commencer à avoir des problèmes. Et en fait, depuis, ils se font la gueule complètement. C'est-à-dire que Jacques Rougeau a un peu voulu empêcher que les West de décoller à un moment donné. Et ils sont restés en gros désaccord depuis, quoi. Ouais, décidément. On verra jeudi décidément parce que j'anticipe un petit peu, mais vous verrez que vraiment dans la carrière de Kevin Owens, on va vite avoir l'impression, vous allez vite avoir l'impression avec nous que c'est émaillé ces espèces de coups du sort. Une petite précision par rapport à ce que disait Félix avant de te redonner la parole. Il y a aussi, tu dis depuis très jeune et aussi dans un climat très favorable parce que ses parents sont très soutenants. Ça notamment, je m'appuie sur une interview qui avait été réalisé, je ne me rappelle plus le nom de la série, mais c'est sur la chaîne officielle de la WWE et notamment disponible sur le YouTube de la WWE. Pas besoin forcément de souscrire à leur abonnement. Et on voyait effectivement auprès de ses parents revenir, comme ça a été fait pour Ruby Riott, pour pas mal d'autres catcheurs, revenir un petit peu sur les traces de leur début. Et les parents sont effectivement très très soutenants. On les a vus évidemment pendant les prix. Enfin, ça c'est des plans très classiques quand un catcheur est sacré, et notamment on reviendra sur un fameux titre un peu plus tard pour Kevin Owens. Félix, je t'en prie. Et donc, justement, c'est un bon segue cette histoire de Jacques Rougeau parce que c'est là-bas évidemment qu'il va faire ses premières armes et il va se faire remarquer. Il va rencontrer son double, El Generico. C'est un autre catcheur québécois, mais lui qui campe un luchador, c'est-à-dire que c'est vraiment, il parle pas ni anglais ni français en tout cas à l'écran. Il a un très mauvais accent espagnol et il connaît presque aucun mot espagnol, donc voilà. Donc il est presque comique ce catcheur, mais ça va devenir son rival. Son ultime rival à Kevin Steen, et ensemble ils vont vraiment faire carrière ensuite aux États-Unis, un peu comme CM Punk et Chris Hero à l'époque, où ils vont se faire remarquer ensemble par leur match ensemble, par leur alchimie sur le ring. Ils vont être bookés en fait ensemble à des shows pour justement reprendre ce match-là qui marche si bien et le faire dans des promotions comme la CZW, la PWG. Et puis à la fin des années 2000, ils arrivent ensemble à la Ring of Honor, et là ils sont ensemble en équipe, et va commencer aussi toute une histoire de duo entre les deux, un duo pourtant qui ils sont très différents, ne serait-ce que physiquement, dans leur look, dans leur catch aussi, il y a quand même des différences, et pourtant le duo va être un vrai succès. Ils vont avoir des matchs légendaires à la Ring of Honor contre les Briscoes, contre les American Wolves, des Ladder Wars. J'allais dire un mot échelle. Voilà, un mot échelle, exactement. Et puis va naître aussi la première grosse rivalité entre les deux, où Kevin Steen va être séduit par l'appel du mal, l'appel de la méchanceté, de la vilainie par d'autres catcheurs qui essayent de le convertir à cette vilainie, comme Steve Corino par exemple, et il va trahir El Generico, et donc pour se séparer de lui, et l'histoire classique, hein, on l'a vu 1000 fois dans le catch, hein, de vouloir partir en solo et de mettre toute la culpabilité des échecs du duo sur son ancien comparse. Et cette rivalité, elle va vraiment marquer la Ring of Honor jusqu'à un match dantesque, vraiment à voir absolument, un fight without honor, un combat sans honneur à la Ring of Honor, forcément. À Final Battle 2010, je m'en souviens parce que même si je l'ai pas découvert à ce moment-là, je l'ai maté des dizaines de fois ce match, je pense, sans trop exagérer.
où vraiment ils vont se mettre dessus jusqu'à se tuer, quoi. Il y a des chutes qui sont hyper dangereuses dans ce match. Et c'est à ce moment-là en fait que Kevin Steen va se faire battre par El Generico. Ça y est, le héros va enfin pourfendre le vilain et voilà va retrouver un peu de crédit dans cette histoire-là. Et Kevin Steen va être banni en fait de la Ring of Honor, banni dans le kayfabe, au niveau narratif. Et c'est pour ça que quand je l'ai découvert en 2011, donc quelques mois plus tard, il y avait toute cette histoire de je veux revenir, je veux reprendre mon boulot, quoi. Et donc voilà, on arrive à Best in the World, et là où je le découvre. Et Mickaël, tu veux dire quelque chose? Non, et apparemment, alors je sais pas exactement, j'aurais dû plus bosser tout ça, mais je sais pas exactement comment ça arrive, mais il y a eu, pour le coup, pour en revenir encore à ces problèmes avec les promoteurs, des soucis où il pouvait vraiment plus revenir, c'est-à-dire que il a eu vraiment des problèmes avec Jim Cornette, en fait. C'est à ce moment-là, oui. Jim Cornette voulait par exemple qu'il perde du poids. Ça a commencé parce que ça a continué à la WWE avec Vince McMahon. Mais Jim Cornette voulait qu'il perde du poids et lui ne voulait pas vraiment en perdre. Ce qu'il faut dire aussi un truc qui définit un peu Kevin Owens, alors d'ailleurs il y a des histoires par rapport à ça intéressantes, mais c'est son refus, comparé son physique, c'est son refus de faire du bodybuilding, de faire d'aller à la salle de gym tout le temps, un peu tout, ce qu'il a fini par faire en fait parce qu'il n'a pas trop eu le choix, mais lui refusait un peu à la base de faire ça, et donc il a eu des problèmes du coup avec certains promoteurs dont Jim Cornette. Et puis il y a cette histoire aussi, Kevin Owens, c'est un catcheur qui catch en t-shirt. Il y en a pas des masses, et ça pose un peu question parfois. Et notamment, à la Ring of Honor, quand Jim Cornette est arrivé, je sais pas, je crois que c'était un peu avant. Je sais pas si c'est Jim Cornette qui a pris cette décision-là, mais en tout cas, il a voulu que elle soit maintenue. À la Ring of Honor, il catchait sans t-shirt, alors qu'il a quasiment catché avec t-shirt, même avant toute sa carrière. Et il catchait vraiment avec la grenouillère classique des lutteurs. Et de mémoire, il a toujours détesté ça. Parce que justement ça mettait pas forcément beaucoup en valeur, parce que il a son côté rondouillard, quoi, et avec la grenouillère ça se voit beaucoup plus, c'est un juste au corps, donc et je crois qu'il l'a très mal vécu ça aussi. Et quand il est revenu à la Ring of Honor, quand vraiment ils l'ont réengagé, on va dire, encore une fois, il était toujours catcheur à la Ring of Honor même quand il était pas là. Quand il a été réengagé, c'était vraiment pour l'histoire, pour la narration. Là, il est revenu avec un t-shirt, mais après, il avait aussi changé de personnage. Il avait ce personnage anti-autorité où il était un peu, je fais ce que je veux, quoi. Et si ça vous va pas, un doigt, quoi. Voilà. Donc, oui, voilà, c'est effectivement emblématique aussi. Le doigt aussi d'ailleurs est emblématique, parce que je crois c'est le fameux avatar qui d'ailleurs sert je crois encore aujourd'hui d'illustration à The Alternative. La page Facebook, oui. Et puis c'est l'image que j'ai égoïstement choisie pour illustrer cet épisode, mais elle est très emblématique aussi, parce que t'as très bien fait. Parce que c'est face à El Generico, justement, c'est face à son ennemi. Voilà. Juré. Je prends juste un tout petit peu. Ah, désolé, je prends juste un petit peu d'avance chronologiquement, mais pour être dans la thématique, par rapport à ces problèmes de ne pas faire de sport, je me souviens d'une anecdote qu'il a racontée, probablement chez Jericho ou chez Edge et Christian, je sais plus, où en fait il a fait un espèce de programme un peu d'entraînement quand il était pas encore à la WWE. Et ça s'est fait un peu par hasard. Et il l'a fait juste avant de faire ses premiers tests à la WWE, c'est-à-dire avant d'arriver à NXT, parce que c'est très loin à la WWE. On est dans le club école vachement longtemps avant de pouvoir débuter et tout ça. Ouais. Et il a expliqué que s'il n'avait pas fait s'il n'avait pas fait quelques semaines d'entraînement avant, comme on passe des jours très très difficiles pour arriver à la WWE, parce qu'il y a vraiment des trucs qu'on nous met un peu plein la gueule, parce qu'il faut faire pendant plusieurs jours, on fait plein d'entraînements, plein d'exercices sur le ring et tout. Ouais, comme pour intégrer l'armée, un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et il a dit qu'il n'aurait jamais réussi à rentrer à la WWE s'il n'avait pas fait ces quelques semaines d'entraînement avant. Donc comme quoi ça joue pas à grand chose, comme c'est clair que lui n'était pas du tout en mode sportif avant tout ça, quoi. Je pense que
le contexte a aussi joué en sa faveur, c'est-à-dire que dès que Triple H fonde NXT, NXT ça vient de la FCW, c'est entre guillemets un territoire de développement. Quand on dit territoire, c'est une petite structure locale pour développer des talents avant qu'ils arrivent à Raw ou SmackDown, ce genre de choses. On vous conseille le bouquin Development Hell, d'ailleurs, si ça vous intéresse, de Sedgwick, mais j'oublie son prénom, Michael Sedgwick, voilà. Sedgwick, pardon. Et donc quand il y a NXT et quand Triple H reprend tout ça, il y a vraiment une volonté à la fois de concurrencer la Ring of Honor, parce que la Ring of Honor, c'est un peu la promotion reine du circuit indépendant américain où il y a tous les meilleurs talents, les grands matchs, etc. Même si elle n'est pas forcément hyper haut placée au niveau part de marché, on va dire. Il y a cette volonté-là, et à la fois la volonté de faire un produit un peu catchesque alternatif au divertissement sportif de la WWE. Donc il va avoir une envie de prendre plein de talents du circuit indépendant, du circuit international. Et donc, s'il n'y avait pas cette volonté-là de recrutement, je sais pas si, même avec ce que tu dis, Michael, avec les semaines d'entraînement, etc., s'il aurait vraiment été pris. Tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, où ce NXT-là n'est plus, où on parle de NXT 2.0, 2.0, où on revient un peu à la philosophie de recrutement d'avant, avec d'abord on favorise les anciens athlètes, les anciens footballeurs, on favorise ceux qui ont un physique, qui sont vraiment très jeunes, qui n'ont pas forcément bourlingué, etc. Je sais pas si à l'heure actuelle un Kevin Steen / Owens aurait intégré aussi facilement NXT, quoi. Quand tu vois les physiques atypiques sur NXT 2.0 aujourd'hui, moi je te rejoins, je pense que non. Honnêtement, la seule catcheuse avec un physique atypique, j'ai un peu oublié parce que je vous avoue, je vais pas faire un 36-15 My Life en pleine émission, mais disons que le changement de ligne éditoriale, on va dire, de NXT 2.0 m'a perdu, mais c'est cette catcheuse qui a un gimmick autour du pyjama, elle est tout le temps en pantoufles. Ah oui, j'ai pas son nom, mais oui, je vois. Et qui a un physique, elle aussi, avec des rondeurs, quoi. Mais honnêtement, je suis en train de balayer le roster NXT. Garcia est un petit peu un espèce de Kevin Owens, on va dire. Le gars en chemise courte, là, c'est ça? Ouais, lui. Oui, c'est vrai. Mais honnêtement, je crois que c'est les deux seuls, quoi, sur NXT. Ouais, après, il est déjà un peu manager, parce que du coup, il s'occupe un peu Ah oui, d'accord. Du bébé Brock Lesnar. Juste pour retrouver le nom, c'était Wendy Chao. Merci beaucoup. C'est parfait. Donc voilà, oui, pour t'emboîter le pas, Félix, je pense pas, moi non plus, qu'il aurait eu cette même chance qu'à l'époque. Donc on le voit finalement se frayer un chemin, mais déjà, ce qu'on remarque, ce qui va vraiment être notre fil rouge, c'est que c'est Michael parlait de miracle, mais en tout cas c'est au mieux un rescapé, au sens où il y a tout le temps des passages sur la lisière. On a cette si elle s'avère être vraie, parce que Michael prenait plein de précautions, cette confidence autour de Rougeau, son mentor, qui a essayé de lui mettre des bâtons sous les roues. Il a réussi à se frayer un chemin, avec Cornette aussi, et finalement vers la WWE. Donc finalement, si on fait un petit résumé, on en est un peu là. Toi, tu mets des bâtons sous les roues, toi? J'ai dit dans les roues, mais j'ai dit sous les roues. Non, dans les roues. Si j'ai dit sous les roues, c'est vrai que ça marche moins bien. Tu casses le bâton. Ah bah oui. Voilà. Bon, bref. Ça dépend quel type de roue on a après. Mais bon, ouais. Voilà, c'est ça. Si t'as des roues Utah, voilà. Voilà. Si vous avez le jeu de mots lamentable qu'on ne recommande pas, mais on va continuer. Donc, on en est où du coup après On en est à sa fin de séjour dans le circuit indépendant. Voilà, il est vraiment à la Ring of Honor, il reste à ce moment-là le numéro 1, il va devenir champion et il va le rester assez longtemps d'ailleurs. Il va renouveler par à coup sa rivalité avec El Generico. Il va être ça va être presque un des premiers
je m'avance peut-être, hein, mais ça va être peut-être un des premiers vraiment catcheurs heel, donc vilain, vraiment clairement identifié, qui est hyper soutenu par les fans. C'est-à-dire que dès les premiers instants, il est tellement grande gueule, il a tellement de réparties, il est tellement rentre dedans qu'on ne peut que le soutenir. En plus, il est très talentueux sur le ring. Mais pourtant, il reste vraiment un personnage horrible, hyper violent, hyper cruel, condescendant, arrogant, etc. Mais il est toujours soutenu. Ou alors, vraiment, il faut qu'il aille jusqu'à viser une personne dans le public particulièrement, ce genre de choses, à user de ces tactiques-là pour se faire huer. Mais sinon, il reste vraiment hyper over, comme on dit dans le jargon. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Michael, par exemple. Oui, c'est quelque chose qui va lui poser problème à la WWE, en fait, parce qu'il a une vision, enfin, c'est un des gros problèmes qu'il va avoir. Alors, à chaque fois, je prends un peu je suis un petit peu, moi, enfin, je suis un peu, je suis un petit peu enfin, pas dans l'anachronisme, mais je sais pas. Parce que là, ouais, c'est ça. On est entre 2005-2008 si on couvre la PWG. On arrive effectivement entre 2007 et 2010. Et Michael, lui, est déjà en 2014-2015. Hein. Non, mais oui, il est dans le turfu. Disons que moi, je fais toujours des parallèles avec ce qui s'est passé après, quoi. Mais en fait, lui, ça va pas être un problème pour lui parce que justement, à ce moment-là, il y a une vision dans le catch indé, il y a une vision du heel, hein, donc du méchant, qui est très différente. C'est-à-dire qu'on peut... Kevin Owens, en fait, lui, il aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il aime pouvoir être aussi méchant qu'il veut, mais au final, on l'aime quand même. Et en fait, je pense qu'il aime quand même bien continuer à être populaire pour ce qu'il fait. C'est-à-dire, par exemple, continuer à faire des choses impressionnantes dans le ring et tout, malgré qu'il soit heel. Il y a un des gros soucis qu'il va avoir, mais on en parlera plus en détail après, c'est que Vince McMahon, lui, pense que si t'es heel, tu dois rien faire qui plaît au public, tu dois être chiant, tu dois arrêter de faire tes coups signature, tu dois vraiment avoir rien de plaisant, et ça, c'est très difficile pour Kevin Owens. C'est un des problèmes qu'il va avoir à WWE, jusqu'à encore aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant, parce que justement, à l'époque dont parle Félix là, il fait quelque chose qui va devoir changer après, quoi. Il s'habitue à une vision du catch et de la façon dont il peut être méchant. Il va plus fonctionner avec bleu après, quoi. Ouais, c'est un heel cool en gros, et en plus j'ai l'impression qu'il va ouvrir la voie à d'autres, genre par exemple les Young Bucks à la PWG ensemble. Ils vont être vraiment les top heel, les grands méchants de la PWG. Les trois mousquetaires de la PWG. Ouais, voilà. Et le Mount Rushmore, le mont Rushmore de la PWG. Avec Adam Cole, du coup. Avec Adam Cole. Il y aura aussi Super Dragon, Roderick Strong, ces gens-là. Au fil des années, mais à la base c'était ces quatre-là en tout cas. Et oui, c'est vraiment ils font des trucs horribles à des catcheurs qui sont plutôt valeureux, mais tout le monde les adoube, les idolâtre, etc. Et ils s'en satisfont et ils font même des blagues autour, quoi. Alors, ouais, vas-y Mehdi. Non, c'est simplement pour recadrer un petit peu, parce qu'on a couvert beaucoup de choses, hein. Je redonnais des dates tout à l'heure. Il y a un truc amusant d'ailleurs que tu n'as pas dit, Félix, mais on pourrait avoir 6 heures d'émission, hein, ça n'est qu'à nous. Mais on parlait de la ROH, et il y a un monsieur assez vieillissant, mais toujours debout, pour citer un chanteur qui est un peu vrillé. C'est PCO qui a aussi entraîné Kevin Steen à un moment. Ah bah forcément, PCO, donc d'ailleurs le père de Maryse, hein, l'ex-catcheuse et femme de The Miz, voilà. pour situer. PCO, qui était un catcheur plutôt dans les années 90, il a été même partenaire de Jacques Rougeau à la WWF. Ils ont été champions par équipe à moult reprises, et il a catché au Québec au moment où Kevin Steen a commencé. Donc forcément, ça m'étonne pas, ouais. Donc voilà, c'est un petit recadrage anecdote quand même intéressant vu la précision du règne aussi WWF des deux anciens catcheurs. C'est bien de recontextualiser aussi les anciennes gloires, hein, et quand on dit anciennes aussi très anciennes pour les jeunes. Et en l'occurrence, donc voilà, on est en 2005-2008 pour la PWG. Ah oui, 2005-2008, c'est ses premiers matchs, hein, parce qu'après il a été à la PWG continuellement au fil des années. Juste là, c'est vraiment juste pour recouvrir globalement les dates, hein, mais je sais que
ce souci d'exigence pour que les gens s'y retrouvent un petit peu. Après, on part de 2007 à 2013, 2014 pour la ROH. Et il y a ce retour effectivement qui là va se faire non pas du côté de la ROH mais justement de la PWG aux alentours donc de 2014, enfin entre 2010 et 2014. Et donc petit à petit, n'hésitez pas si vous avez une dernière précision avant qu'on embarque dans le train de la non pas de la de la WWE. On arrive donc en 2014 du côté du champ de la WWE. Félix. Bah, il faut embarquer sur NXT. Comme on le disait tout à l'heure, il est devenu champion très vite, il a été pêché très vite, et même alors qu'il était champion NXT, je crois que c'est le premier de cette génération-là à être aussi présent à Raw et à SmackDown. Enfin, il a répondu au Open Challenge de John Cena, il a eu des gros matchs de pay-per-view, etc. Ouais, vous citiez effectivement, vous citiez le titre de champion NXT très rapidement, enfin Michael en particulier, mais c'est vrai que le deuxième truc impressionnant, c'est effectivement d'être venu ravir le titre de champion USA à John Cena. Non, je te corrige, il n'a pas ravi le champion. Non, il l'a battu, mais il n'a pas pris le titre. Ah oui, exact, oui, c'est vrai. Oui, je sais pas pourquoi dans ma tête il avait pris le titre. Non, c'est vrai. Ah, parce qu'il a gagné un premier match de pay-per-view. C'est ça. C'était extrêmement choquant. C'est clairement le premier truc peut-être encore plus marquant pour les gens que le turn contre Zayn. C'est qu'il est arrivé donc le petit Kevin Owens qui est pas du tout fait pour la WWE. Il vient d'arriver à NXT, il est devenu champion. En plus, il est devenu champion par stoppage, hein, par interruption du match, parce qu'en fait le match contre Zayn, ça a été un match assez particulier parce que c'est assez rare qu'il fasse ça. En fait, il a tellement tabassé Zayn qu'ils ont dû arrêter le match en gros, et donc il n'y a même pas eu de tombée ni rien, voilà. Donc et quasi quelques semaines après, donc du coup il a directement débuté à Raw en étant toujours champion de NXT, ce qui était aussi la première fois qu'il l'a fait. Et il a eu un match de pay-per-view contre John Cena qu'il a gagné, ce qui là pour le coup était très choquant parce que pour l'époque, John Cena perdait pas clean des matchs comme ça contre n'importe qui, vraiment, enfin c'était très rare. Et là il perdait en plus contre. Il y a plein de questions qu'on se pose et qu'on n'a pas forcément les réponses, mais moi je me demande toujours, connaissant Vince McMahon, est-ce que c'est Triple H qui l'a convaincu de ça? Est-ce que c'est John Cena qui a voulu ça? Et c'est tellement bizarre d'imaginer Vince McMahon être suffisamment impressionné par Kevin Owens pour se dire allez, il va battre clean John Cena. Ça paraît complètement délirant aujourd'hui. Alors, surtout qu'au début... vas-y Félix. Non mais je disais oui, surtout qu'au début, justement t'as raison, Vince McMahon il était pas du tout impressionné par Kevin Owens parce que je crois c'est 1 ou 2 ans plus tard après ses premiers matchs contre John Cena, mais il a un match à WrestleMania contre Chris Jericho que lui trouve bien, enfin, il se sent bon dans cette performance, et quand il revient dans les coulisses et qu'il demande validation entre guillemets à Vince McMahon, je crois le regarde à peine et lui dit non de la tête, quoi. Oui, c'est le début de la relation très houleuse au final. Aujourd'hui, il dit qu'il est très ami avec Vince McMahon et qu'il adore, mais en fait, ils ont eu ça, c'est très compliqué ces années-là. Mais c'est plus un problème c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il le trouvait trop impressionnant dans le sens où, clairement, de tout ce que j'ai entendu des interviews qu'il a donné après là-dessus, ce que Vince McMahon n'a pas aimé dans ce match, c'est que Kevin Owens a fait un match, 1D, entre guillemets. C'est-à-dire en fait, Vince McMahon n'aime pas les matchs 1D. C'est-à-dire qu'un match 1D, les deux catcheurs ont l'air très très forts et le public chante c'est la somme. Vince McMahon, il veut pas ça. Vince McMahon, il veut qu'il y ait un heel et un face. Le heel, on l'aime pas. Et le face, et le heel est censé être un peu chiant et faire des prises d'endormissement. Et quand le face, lui, reprend le dessus avec ses super coups hyper excitants,
le public s'enthousiasme énormément. Pour Vince McMahon, c'est ça. Ouais. Ou avec ses coups hyper chiants comme Hulk Hogan et son Hulkster. Bah, c'est gratuit. Oui, voilà, mais c'est des coups de hot tag qui vont quand même, qui sont faits pour enthousiasmer le public. Quand même, plusieurs petites précisions parce que ça va de soi pour nous. Moi, j'ai une question avant de la confirmer comme précision. La montée d'Owens avec son titre de champion NXT à Raw, donc dans ce qu'on appelle le main roster, hein, donc est-ce que c'était la première fois qu'un champion NXT faisait ça? J'ai l'impression, moi, de mémoire. De mémoire, oui. Parce que avant Kevin Owens, c'était donc Sami Zayn, champion NXT. Je crois pas il a catché. Il n'était pas encore parti d'NXT, mais il a catché à Raw ou à SmackDown. Mais il était plus champion. Avant ça, c'était Neville. Donc pas qu'aujourd'hui. Ouais, j'ai pas souvenir qu'il soit passé. Mais on va partir du principe, en tout cas au niveau mémorable, que c'est le premier. On reconfirmera au besoin. Oui, pour terminer, juste ma pensée pour recontextualiser sur la domination dont vous parliez aussi de John Cena. Certains se limiteraient à se dire c'est seulement John Cena, mais il faut retenir, et c'est pour ça que vous nous aimez au Catchacast, le mec qui sait pas prononcer le nom de son émission, on espère en tout cas, c'est que à l'époque, John Cena a toujours été ce qu'on appelle un poster boy au sens même patriotique du terme, hein, parce que effectivement la figure du militaire, etc., elle est très importante, et c'était un truc dont a toujours eu besoin les États-Unis pour se raconter, mais particulièrement à cette époque-là. Donc c'était un double coup de venir effectivement détrôner John Cena, le personnage de catch, mais aussi l'aura vraiment, effectivement, on pourrait presque oser dire entre les lignes politiques. Michael, t'allais préciser quelque chose? Très rapidement par rapport à NXT, si c'est le premier aussi qui arrive dans le main roster avec son titre, il faut aussi dire que par rapport à l'histoire de NXT, et là, en fait, je pense que il y a des gens qui considèrent que c'est à partir de Owens qu'on a des grosses stars. Alors que paradoxalement, c'était pas forcément une grosse star indé comme d'autres. Même à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient plus connus dans le catch indé. Surtout des gens qui avaient, je pense, eu un run à Impact, par exemple, à TNA. Donc, par exemple, Joe Styles et tout ça. Mais c'était à partir de Owens que on commence à avoir des grosses stars. Et après Owens, ça va enchaîner sur Joe, Nakamura, tout ça. Donc en fait, c'est à partir de là qu'NXT commence à être vraiment avoir beaucoup de hype et être très connu de la part du grand public. Et autre précision, même si c'est évident pour pas mal de fans de catch, surtout de la WWE, on précisait qu'à l'arrivée des chouchous de l'indé, des Indie Darlings, en général, le public de NXT, en particulier à l'époque, savait de qui il était question. Quand tu arrives dans le main roster, d'où l'impact encore plus violent, il y a quand même, si on fait un ratio, on va dire 60 à 70% du public, allez, peut-être 60, on va être gentil, qui ne sait pas qui est Kevin Owens. C'est-à-dire, on parle même pas du secteur indé, on parle peut-être même de NXT, où il y a vraiment une grosse partie des gens sur le public états-unien et même dans le monde qui va exclusivement regarder le main roster. Voilà, donc c'est important aussi en termes de force de proposition et d'impact de Kevin Owens d'avoir autant marqué en partant vraiment de rien en arrivant sur le main roster. Alors, on continue notre chemin comment, les amis, autour de Kevin Owens? Moi, je voudrais... bagarrez-vous. Fight, Michael. Non, je veux dire qu'en fait, dès le départ, en fait, le côté, ce qui va un peu représenter, caractériser sa carrière à AEW, est présent immédiatement, parce que, du coup, Kevin Owens arrive, traité comme une grosse star, bat John Cena, clean, dans un pay-per-view, ce qui est hallucinant. Sauf que, il y a 2 autres matchs où le titre américain ou le titre des USA est en jeu, qui perd clean contre John Cena. Donc, il veut dire qu'en fait, il a été buried, il a été enterré immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout et rien là-dedans. C'est-à-dire que ça représente tout son run. C'est-à-dire qu'il a été énormément mis en valeur immédiatement. Et il a immédiatement touché les limites de ce qu'il peut. Parce qu'en même temps, il ne pouvait pas non plus battre 3 fois de suite John Cena, quoi. C'était pas possible, ou 2 fois de suite. Donc, quelque part, il a immédiatement un peu... D'ailleurs, ça a été son problème, on le verra plus tard aussi. Il a un peu piqué trop tôt. C'est-à-dire qu'il a commencé au plus haut, parce que commencer avec une rivalité contre John Cena et le battre, en fait, à cette époque-là, on peut pas faire plus à bleu, en fait, même s'il n'est pas champion du monde à ce moment-là, mais on peut pas faire plus en termes de star. Et donc, du coup,
Après, il a immédiatement été calmé parce qu'il a quand même dû perdre contre John Cena. Et derrière, c'était déjà un peu moins que ça, puisque donc en fait, et on verra plus tard, y compris avec son titre universel, tout est arrivé à chaque fois un peu trop tôt, un peu trop violemment, et il a fallu à chaque fois redescendre derrière, quoi. Ok, Félix, peut-être pour suivre le fil et aussi oui. pour aller, quand je dis à l'essentiel, on aura d'autres occasions d'en reparler, mais dans la suite du parcours d'Owens, donc on arrive après à son passage en lice pour le titre intercontinental, entre autres. Ah bah, même avant, j'avoue que là, pour moi, tout se croise, tout est un peu flou à ce moment-là, parce que les deux trucs que je retiens, les trois trucs que je retiens de son run à la WWE, de ce moment-là à aujourd'hui, c'est d'une part, encore une fois, comme tu dis, Michael, ce schéma-là il est mis en avant une fois et puis après c'est la dégringolade, avec le titre universel. Quand le titre universel est créé, c'est Finn Balor qui le remporte, mais il est blessé immédiatement, donc le titre est vacant. Et c'est Kevin Owens qui va être le nouveau champion de l'Authority, de The Authority avec Triple H, justement, hein, le groupe un peu au pouvoir à l'écran à Raw et à SmackDown. Et son règne va pas être très marquant jusqu'à ce qu'il perde comme entre guillemets comme une merde contre Goldberg quelques mois plus tard. C'est-à-dire son règne est quand même assez marquant parce que c'est quand même toute l'histoire avec Jericho est quand même l'un des histoires une des bromances et une des feuds les plus marquantes de ces dernières années à la WWE. Oui, donc, c'est vrai. C'est vrai que je fais la différence entre les deux parce qu'elle se finit pas autour du titre en fait pour moi. Oui, mais, voilà. Mais c'est vrai qu'elle commence à ce moment-là et c'est vrai qu'il y a cette bromance là. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, et encore une fois, c'est Kevin Owens qui va être le traître de l'histoire. C'est lui qui va achever l'amitié. Hein. Oui, bah oui. Mais comme c'est un petit peu... là, t'as pris un peu d'avance, du coup, mais... Après, oui, il y a tous les titres intercontinentaux qu'il a eu avant. Je sais pas s'il y a je suis pas sûr qu'il y ait des titres américains avant, donc il y a surtout les titres intercontinentaux. Je sais que son premier WrestleMania perd contre... comment il s'appelle Ryder, là Zack Ryder, voilà. Donc, première déconvenue dans un WrestleMania. Dans un match à échelle assez sympa pour le coup. C'est une période très bizarre où, alors déjà l'histoire de Finn Balor pour moi est très mystérieuse parce que clairement il suffit de voir avant et après. C'est évident, Vince McMahon n'est pas un gros fan de Finn Balor. Donc là, lui mettre le titre dessus comme ça, alors que à ce moment-là on l'avait quasiment jamais vu faire des promos vraiment longues. Devant un gros public et tout. Donc, pour moi, c'était complètement hasardeux et random de lui donner la ceinture. Moi, j'ai une théorie comme quoi, parce qu'à l'époque, il y avait des shows qui annonçaient une feud entre Finn Balor et Kevin Owens. Donc, moi, je me demande si Kevin Owens n'était pas censé lui prendre le titre assez vite. Alors que je me demande s'il n'était pas censé être un peu screwé, un peu. Parce que je ne pense pas qu'il aurait été champion très longtemps. Je pense qu'il aurait eu, comme ils aiment bien faire avec un peu les underdogs, comme ils ont fait avec Biggie, avec Bianca Belair, avec Kofi Kingston. C'est-à-dire lui retirer le titre très vite en fait et en faire un peu une espèce de martyr. Donc moi je pense que c'était pas forcément, ce sera jamais vérifié, mais je pense que en fait l'idée c'était quand même un peu que Kevin Owens devienne champion un peu qui ne méritait pas vraiment son titre à ce moment-là. Et après ce qui s'est passé c'est qu'en effet c'est une période en fait où les ratings étaient assez mauvais, mais de toute façon les ratings sont en baisse depuis des années et absolument personne n'arrive à les remonter. Mais du coup les ratings ont continué à être très mauvais. Et c'est une période beaucoup très bizarre pour la WWE, si vous la recontextualiser. À ce moment-là, il y avait quand même Seth Rollins et Roman Reigns, qui étaient un peu qui étaient un peu leurs deux gros face qui venaient de Shield, qui étaient des stars immenses, et c'est pas compliqué de voir à quel point des gens comme Rollins ou Reigns, pour Vince McMahon, c'est le futur de la compagnie, c'est pas Kevin Owens. En tout cas, c'est les poster boys, c'est les gens qu'on va mettre sur les posters en premier plan et pas Kevin Owens. Ouais. Et à ce moment-là, il y a eu des périodes bizarres où
le monde était là, mais c'est le moment, en fait, donne le titre à Roman Reigns ou à Rollins. Et il est resté quand même 6 mois champion, Kevin Owens. Alors, pour plein de raisons, parce que du coup, ils lui ont foutu Jericho, parce qu'eux, ils ont commencé à avoir un peu une histoire entre deux, rigolote dans les shows, et ça fonctionnait bien, donc ils se sont dit, ça va fonctionner à la télé, donc on va laisser. Et donc, c'était un peu bizarre, parce qu'en même temps, Kevin Owens était champion, mais Jericho était vachement là quand même pour ajouter un peu du star system, enfin du star power au titre quelque part. Donc en fait, Kevin Owens c'était un peu le mec ça lui permettait d'être un petit peu justement pas drôle et un peu le mec pas sympa et tout, mais d'avoir Jericho qui contrebalançait, donc c'était un peu qui fonctionnait bien. D'ailleurs les deux étaient plutôt face que heel au final. Et en fait il y avait Rollins et Reigns qui n'arrivaient absolument pas à être over en tant que face ce soir-là, parce que Rollins et Reigns encore aujourd'hui n'arrive à être over qu'en heel. Et Reigns n'a jamais pu être over autrement qu'en heel d'ailleurs. Et donc du coup, c'était super très bizarre où en fait c'est Owens qui est le champion, mais c'est pas vraiment lui qui est la star. Mais en même temps, on lui laisse la ceinture. C'est un rôle un petit peu bâtard comme ça. Et alors, souvent par rapport aux interviews, lui, toute cette partie-là de sa carrière, lui était extrêmement stressé, il n'était jamais content de ce qui se passait, et pas du tout, il dit maintenant qu'il n'a pas du tout profité de l'opportunité, alors que bon, il était champion quand même, c'était un peu un rêve. C'est encore une fois un truc qui n'aurait jamais dû lui arriver, normalement. Et en fait, il n'en profitait pas du tout, il était très stressé, il était jamais content de ce qui se passait. Il faut dire aussi que Kevin Owens, on n'a pas encore parlé, mais c'est quelqu'un qui peut agacer certaines personnes dans le milieu, parce qu'il est du genre à tout vouloir contrôler tous ses matchs, et à vouloir discuter des heures de ce qui va se passer, tout, d'être très 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 compliqué surtout. Il est exigeant, c'est pour ça que c'est un bon catcheur. Et donc du coup, bon, voilà, très compliqué pour lui. Beaucoup de matchs, du coup, ces matchs étaient un petit peu en permanence interrompus par Jericho qui venait l'aider, qui rendait ces matchs un petit peu prévisibles à ce moment-là, même s'il a eu quand même des pendant run. Il a quand même eu des très très bons matchs avec Rollins, par exemple, je crois un Hell in a Cell avec Rollins qui est assez légendaire. Il y a eu des trucs assez bien à ce moment-là. Mais du coup, c'est une période un peu bizarre pour lui, ouais. Et en effet, qui finit par être ce qui se passe, c'est qu'on arrive à WrestleMania, et WrestleMania, il faut quand même des grosses stars. Donc, comme lui, il gardait le titre au chaud, mais que là, il fallait passer aux choses sérieuses. Donc, on lui fait perdre le titre contre Goldberg, parce qu'il vaut mieux que Goldberg ait la ceinture pour la défendre contre Lesnar, du coup, je suppose. Et donc, du coup, Owens revient, baisse d'un cran et revient au titre américain. D'ailleurs, ce sera la première fois qu'il le gagnera. Que Jericho avait gagné grâce à lui, tout ça. Donc, il y a une feud avec Jericho, il termine sa feud avec Jericho. Il y a la cérémonie de friendship qui est quelque chose d'assez légendaire aussi quand même. Hein. Je pense qu'il y a un truc plus marquant de ces 10 dernières années dans le catch. Et donc voilà, tout ça pour dire que voilà, cette période-là quand même assez importante pour Owens. Et à la fin, avec le match de Jericho à WrestleMania, que Vince McMahon commence à s'embrouiller un peu avec lui, à lui dire non, il faut changer ton personnage, ça va pas. T'as la façon dont il dit ça fonctionne pas, et qu'il va essayer. Et là, il va aller à SmackDown. Et il va essayer à ce moment-là, Vince McMahon va essayer de le changer complètement. Donc c'est une autre période. Bon, je vais vous laisser un peu parler, mais du coup, après, moi, je m'arrête plus. Oui, mais c'était l'un des points que je voulais aborder aussi avec toi, parce qu'on en a déjà parlé en plus dans ce podcast. Ouais. Il y a déjà plusieurs épisodes dans le passé, mais oui, c'est un moment où juste pour revenir, petite parenthèse ultra courte, Ceremony of Friendship, c'est justement le moment où Kevin Owens trahit Chris Jericho et décide de mettre fin à leur amitié. Mais oui, le moment où il arrive à SmackDown, où il va être vraiment il va essayer d'être complètement modifié, on l'a jamais vu comme ça avant. Il arrive, il est rasé, il a un costume, et il a le titre américain, et il se la joue presque Chris Jericho d'il y a plusieurs années, quoi, quand il jouait le Best in the World, où il était toujours en costume, toujours l'air renfrogné, etc. Qu'est-ce que t'en avais pensé, toi, et puis toi aussi, Mehdi, parce que à ce moment-là, j'imagine que tu regardais aussi. Qu'est-ce que vous en aviez pensé de ce Kevin Owens complètement modifié? Que le costume ne lui allait pas, au sens propre comme au sens figuré. Enfin, au sens propre, non, ça, je veux dire, ça, y a pas de souci là-dessus. Mais au sens figuré, c'est évident que ça commençait
à pas le faire et que les dimensions, en fait, on sent, pour utiliser une autre expression, que vraiment McMahon ou les gens qui allaient dans son sens, qui voulaient effectivement enterrer, comme disait Michael tout à l'heure, vont couper tout ce qui dépasse, la barbe, son attitude, donc ouais, c'est là où effectivement ça perd en puissance, en saveur, en règle générale pour Owens, pour ma part. Ouais, c'est ce que fait Vince McMahon en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce mec qui est populaire dans le catch indé. Vince McMahon, il aime pas le catch indé. Il veut que tout soit comme lui veut et que si possible les choses aient l'air faites dans le mood bleu. Donc il va quelque part un peu casser tout ce qui fait Kevin Owens et Kevin Owens. Ou en tout cas, il va tuer Kevin Steen, on va dire. Il va tuer ce qui est resté de Kevin Steen. Et je pense que d'ailleurs, moi je le vois vachement, le monde des smarts, donc on va dire le monde des fans de catch un peu pointus, un peu connaisseurs et qui connaissaient le catch indé. Après l'histoire de Goldberg et de ça, il y a un désamour, enfin il y a eu un espèce de... On sent que par rapport à des gens comme Joe, CM Punk, Daniel Bryan, Danielson, qui ont toujours énormément de fanatisme, Owens, il a été un petit peu normalisé par la WWE et du coup, il y a quelque chose qui est un peu mort à ce moment-là, je pense, même si les gens l'aiment toujours beaucoup, mais ils espèrent toujours justement le revoir un peu sauvage. Et ça arrive de temps en temps, il tease un peu ça de temps en temps, puis il redevient un peu, ça fait du yo-yo. Mais à ce moment-là, clairement, Vince McMahon lui dit, moi j'en ai parlé du coup dans un podcast, mais clairement oui, il relève son coup sauvage. Et surtout, il lui demande de faire des promos très lentes, de pas être drôle. Et surtout, et ça c'est ce que moi je déteste, c'est très important dans la façon dont Vince McMahon voit Kevin Owens. Pour lui, Kevin Owens, c'est fondamental, il n'a pas l'air d'un catcheur. Et donc, son gimmick, c'est que ça n'est pas un catcheur. Donc le truc, c'est Kevin Owens, déjà qu'il n'est pas très grand et pas très baraqué, on va dire, quand on l'habille en costard et qu'il a plus sa barbe, il ressemble à un mec de la team administrative, quoi, on va dire. Voilà, on dirait un mec qui va vendre des calendriers à n'importe où. Et qui fait la compta, quoi. Oui, tu allais terminer, du coup, Michael, en disant? Non, et à ce moment-là, il n'y a pas que ça, en fait. À ce moment-là, son gimmick, il est vachement passif-agressif. Alors, il le faisait hyper bien, c'était assez génial, en fait. Il y a surtout des trucs à ce moment-là, il y a eu pas mal il y avait l'émission Talking Smack, où il y avait des trucs assez légendaires entre lui et Daniel Bryan, justement, qui était general manager à ce moment-là, ou un truc comme ça. Et du coup, bon, lui, il en joue vachement, il est bon dans tous les rôles qu'on lui donne, donc ça marche. Mais à ce moment-là, par exemple, il y a un truc spécifique, c'est que c'est la seule fois où il a fait ça. Il fait ce truc un peu classique de catch, de heel de catch, où il fait venir un jobber local pour juste le battre et pour dire regardez comme je suis fort. Et ça, bien sûr, parce qu'à la base, Kevin Owens, son gimmick quand il arrive à WWE, c'était le prize fighter. Donc c'est le mec qui, même quand il est heel, qui veut gagner tous les titres et qui veut montrer qu'il est le plus fort. Donc là, déjà, même après, avec le fight Owens fight, voilà. Après, bon, il est clairement muselé. Oui. Il y a un truc qu'on a. Donc, juste à ce moment-là, c'est censé être une arnaque en fait. Il a le gimmick d'un mec qui est un faux catcheur qui en fait n'est pas très fort et qui voilà. Donc c'est assez, pour le coup, c'est un gimmick et en plus que les gens aiment bien pour d'autres raisons, parce que c'est The Fight of America et tout, il y avait tout, il y avait des idées sympas. Mais en fait, c'est un gimmick qui a un peu détruit l'image que les gens pouvaient avoir de Kevin Steen et de Kevin Owens voilà. Donc ça lui a fait beaucoup de mal à ce moment-là, clairement. Ce qu'il faut rappeler aussi, ce que j'allais dire, c'est que on parlait beaucoup du physique de Kevin Steen, hein, comme n'étant pas au canon de beauté catchesque habituel. C'est qu'en général, comme on le disait plus tôt, entre guillemets, les petits gros, c'est ce qu'on appelle des comic relief. Donc c'est vraiment des personnages qui sont censés faire rire. On a eu Otis parmi un des plus récents qui illustrait vachement ça. Donc vraiment, Kevin Owens, il ne rentrait clairement dans aucune case pour McMahon et dans aucune case tout court, et ce qui a été problématique. Et là, par contre,
et on va peut-être pouvoir recouper sur l'actualité en faisant peut-être un tout petit détour avec cette dernière phase pour moi très emblématique de tout ça, qui a été le fameux coup de boule à McMahon, où tout le monde se demande encore est-ce que effectivement à quel point ça a été porté, à quel point est-ce que c'était une animosité feinte ou pas. Clairement, on sait qu'au fond de lui, il y avait quelque chose d'amour-haine entre les deux, qui est évident. On vous invite vraiment à réécouter les émissions précédentes. Michael en parle en long, en large, en travers, et très bien là-dessus. Mais grosso modo, moi je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, comme ça nous amorcera doucement vers la conclusion, que on est arrivé au bout. Parce que la question, c'était d'arriver au dernier WrestleMania, la confrontation avec Steve Austin. Moi, je trouve, et encore, je vais enfoncer le clou parce qu'on aura l'occasion d'en parler sur une autre émission, mais même le Monday Night Raw, enfin le Raw après WrestleMania, c'est même pas une question de plus y croire, c'est que moi je le sens éteint, c'est-à-dire je le sens en pilotage automatique. Après, il a cette faculté de se relever, c'est ça qui est extraordinaire avec Owens, c'est pour ça qu'on lui dédie une émission. Mais là, j'ai vraiment, c'est plus genre je fais palmer, j'avais vraiment de la peine. Là, je suis arrivé à un point où vraiment, je dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin bref, je vous laisse un peu recontextualiser. Je suis plutôt d'accord avec toi. J'avais envie d'utiliser le terme de pilote automatique aussi, dans le sens où après cette transformation et le coup de boule qui clôt un peu cette transformation aussi, enfin même si c'est pas tout à fait corrélé, mais presque. J'ai l'impression il redevient un peu le Kevin Owens de base. Mais vraiment en mode pilote automatique, il retrouve sa barbe, il retrouve son t-shirt, etc. Et il va enchaîner les mêmes genres de feuds, c'est-à-dire qu'il va, d'histoire, il va se remettre en équipe avec Sami Zayn avant qu'il devienne le Sami Zayn qu'on connaît aujourd'hui, qui est justement une transformation radicale de son personnage, mais qui a fonctionné en tout cas pour perdurer en tout cas depuis. Presque 2-3 ans maintenant, c'est ça. Alors que la transformation de Kevin Owens, elle a pas marché. Donc il va revenir avec Sami Zayn, il va feuder, il va se battre contre Shane McMahon et un revenant Daniel Bryan. Quelques années plus tard, ça va être Seth Rollins. Là, on se rapproche de nos jours. Seth Rollins, il s'acoquine avec Seth Rollins. Il y a toujours cette mécanique où il est toujours avec un pote avec qui il n'est pas vraiment pote, et tu sens que ça peut déraper à un cheveu près. C'est vraiment son truc à Kevin Owens, de par son passif, mais de par son personnage. Mais ça reste toujours en sous-tension, et ça n'amène jamais vraiment à quelque chose de concret derrière. C'est surtout ça. Et en plus, il souffre aujourd'hui de sa comparaison avec Sami Zayn / El Generico, où Sami Zayn, lui qui a pourtant eu du mal à intégrer le main roster, en plus il a été blessé très vite, etc. Il a vraiment su capitaliser sur sa transformation, le personnage qu'on a fait de lui et qui s'est lui-même créé aussi. Il met beaucoup de son énergie et de sa créativité dans ce personnage de complotiste, ou on dirait complètement persécuté, effectivement. On dirait un militant écolo, mais vraiment qui a trop vrillé dans sa tête, avec cette grosse barbe, ses cheveux pas lavés, sa casquette presque de Che Guevara sur la tête, et où il est surexcité tout le temps. Kevin Owens, il reste le Kevin Owens de base, et effectivement on sait pas où il va, et sans doute qu'il va retrouver un autre, après Seth Rollins, il va retrouver un autre pote un peu heel, un peu marrant, et pendant quelques mois, et passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on se disait, quand son contrat a expiré en début d'année, cette année, en 2022, comme Sami Zayn d'ailleurs, on se demandait s'il allait pas justement partir, aller à la AEW par exemple, pour retrouver les Young Bucks, Adam Cole, etc. Et finalement il l'a pas fait, Sami Zayn non plus, mais Sami Zayn il est dans une bonne position actuellement. Et Kevin Owens, finalement, même s'il est vraiment dans les limbes de la mid-card, il est toujours là, il est toujours à 2 doigts d'être dans un main event ou dans un match important, parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Mais en plus, alors est-ce que c'était déjà dans les plans ou pas? Mais en plus, il a embrayé après ce nouveau contrat, une fois signé, il a embrayé tout de suite sur un truc
qui est un des faits les plus marquants de ce WrestleMania. Il a voulu défier Steve Austin. Alors à la base, ça devait être qu'une invitation, qui a finalement été un match vraiment officiel, pas juste une bagarre. C'est-à-dire qu'il y avait un arbitre, un gong de début, un gong de fin. Le premier match de Steve Austin, et pas n'importe quel match, ils sont allés dans le public, ils se sont fait des prises à l'extérieur, etc. Un vrai match depuis 19 ans, quoi. Et en plus, son match rêvé, et je vais terminer là-dessus pour moi, son match rêvé, parce qu'on l'a dit, il est absolument fan de Steve Austin depuis qu'il est jeune. Il l'a toujours ouvertement traité comme le plus grand catcheur au monde selon lui, son exemple parfait. Ils ont interagi plusieurs fois ensemble, dans des podcasts, ailleurs, etc. Ils se respectent les uns les autres, enfin l'un avec l'autre. Il a même eu l'autorisation de la part de Steve Austin d'utiliser le stunner comme prise de fin. Et donc déjà c'est un sacré accomplissement pour Kevin Owens d'être dans ce main event là, d'avoir ce segment à la fois de parlotte et de combat avec cette légende suprême Steve Austin. Et en plus pour moi c'est un petit la rançon du destin, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais la rançon de la gloire, dans le sens où il a réussi à faire ce que CM Punk aurait voulu faire, avoir ce main event à WrestleMania, peut-être, et ce match contre Steve Austin, les faire les deux en même temps, c'est quand même un sacré truc, quoi. C'est toujours, en fait, ce qui est vachement intéressant dans tout ce que tu as résumé, je laisse la parole juste après à Michael, c'est là où un Sami Zayn arrive à sublimer, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, mais il y a une réalité contestataire très forte des deux au sein de la WWE depuis leur arrivée, pas simplement leur personnage de catcheur, mais leur personnalité en tant que personne civile, on va dire. Par exemple, il faut savoir que Sami Zayn s'était opposé au match au sein de l'Arabie Saoudite, entre autres exemples, et c'est vrai que là, dans ce que tu nous résumais, Félix, il a réussi à sublimer ce personnage-là, comme ça, excentrique, déjanté, machin, même si c'est plus sur le versant, comme tu disais, complotiste, mais il en a fait quelque chose, il s'est canalisé, ça lui a apporté des titres, ça, il reste malgré tout sur le devant de la scène, il est régulièrement sur des WrestleMania, etc., etc. Pour Owens, pas du tout, et sauf que lui, il continue effectivement à être encore plus frontalement dans l'opposition. Il y a un truc dont on a beaucoup parlé quand on a parlé du catch pendant le confinement, c'est que le Covid à la WWE, c'était un peu le mot persona non grata. On parlait pas du tout de pandémie, on parlait pas comme ça n'existait pas. Et Owens, c'était quand même un des rares à se positionner, notamment sur les ports du masque, sur le positionnement par rapport au virus et tout ça. Et c'est intéressant de voir que c'est finalement sa malédiction, d'une certaine manière, sans l'ériger en personnage comme ça un peu maudit, mais d'être trop entier et de n'avoir jamais eu de compromis, si ce n'est de petits j'exagère, hein, je caricature, mais par rapport à ce que tu viens de dire, Félix, de petits bonbons comme ça à chaque fois. Voilà le titre universel, voilà ton match avec Stone Cold, voilà ponctuellement, mais qui ne se construisent jamais, ne se cimentent jamais autour de quelque chose de vraiment qu'on retient. Par exemple, Michael, et là, juré, je te redonne la parole, tu parlais de son alliance avec Jericho. Oui, ça m'a marqué personnellement. Oui, ça m'a fait rire. Mais qu'est-ce qu'on en retient de cimenter autour de dimension d'un titre, de quelque chose, si tu fais un micro-trottoir de fans pas forcément pointus, pas grand-chose, quoi. Et voilà, promis, je te laisse la parole. Et juste pour revenir sur le... Non, mais c'est très brièvement. C'est juste, et c'est une bonne remarque, le côté, il a pas sa langue dans sa poche, notamment sur les masques, etc. Et c'est un des rares, notamment je pense par soutien avec son ami de toujours, Sami Zayn, qui, lui, est pour le coup persona non grata en Arabie Saoudite. C'est l'un des rares qui n'a, je sais pas s'il en a déjà fait un, je crois qu'il en a fait aucun, mais j'ai peur de m'avancer. Mais en tout cas, les premiers shows en Arabie Saoudite de la WWE, il ne les a pas fait. Et c'est au risque de justement de se faire mal voir de la direction, quoi. Ni ça, ni même, je crois, les shows USO, qui sont ces fameux shows de soutien aux troupes américaines. Mais ça, je peux me tromper pour le USO. Michael,
Pondore pour toi là, parce qu'on a monopolisé la parole, là, il en cache depuis tout à l'heure. Alors là, oui, vous avez dit vraiment de choses avec lesquelles je suis pas d'accord ou fausses, mais il y en a un peu trop, donc je sais plus, je sais plus trop par quoi commencer. Donc du coup, oui, non, le parallèle avec Zayn, je comprends pas trop parce que, Zayn n'a pas une trajectoire meilleure à la WWE que Owens. Il vient d'avoir un match, vient d'être un clown dans un match. Alors oui, pour Vince McMahon, oui, il fait le job, il a accepté son rôle de clown, mais justement, Kevin Owens n'avait pas été tourné en clown encore, et il peut encore être crédible. Et avoir des pas meilleur. Zayn, il cherche ce rôle de clown, il l'a dit en interview, il veut aller sur les plateaux télé, il veut aller sur les tapis rouges, il veut faire tout ça, quoi. Mais pas meilleur, mais plus apaisé, je dirais, tu vois, par rapport à Owens. J'ai l'impression, en tout cas, ou alors il donne bien le change. Mais encore heureux que Owens n'a pas encore complètement accepté d'être transformé en clown de AWE qui ne catch quasiment plus. Et le dernier Raw fait un peu peur quand même dans ce sens-là. Hein. Mais non, le dernier Raw avait aucune trajectoire pour personne. C'était juste la suite de WrestleMania où il n'y avait pas grand-chose à faire pour qui que ce soit. D'ailleurs, la plupart des catcheurs n'ont pas vraiment eu par exemple, Cody Rhodes, il a fait une promo, mais il n'est pas dans une feud particulière. Il n'y avait pas de. Mais on en reparlera. Il n'y a pas immédiatement des projets, voilà. Ouais. Mais non, mais pour Kevin Owens, pour revenir sur. Alors Zayn, oui, en fait, c'est pas Zayn qui refuse d'aller en Arabie Saoudite. Hein, il n'a pas le droit d'aller en Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui ne veut pas que Zayn. Ah oui, j'ai pas du tout dit qu'il refusait, hein. J'ai dit qu'il était personnellement c'est Mehdi qui a dit ça, oui. Je disais qu'il y avait la dimension contestataire, mais tu as raison de préciser que c'est surtout qu'il est personnel non grata là-bas. Owens n'y va pas à cause de Zayn pour commencer déjà. Hein. En fait, il n'y va pas pour soutenir Zayn à la base. Oui, c'est bien ça, ouais. Mais donc sinon non, parce que du coup, oui, on a été très vite ça a été très très vite. On est passé en fait, du coup, l'émission est bientôt finie, mais en fait, il y a une partie de son run qui a été un peu... Parce que, par exemple, tu parlais de qui tu disais qui était dans les... Félix, tu disais qui était dans les larmes de la mid-card avant Mania, mais enfin, non, il y a un an, il a eu 3 mois de feud contre Roman Reigns pour le titre... de SmackDown. C'est vrai. C'était au moment du confinement du Thunderdome, donc du coup j'ai dû faire abstraction de cette période. Ce qui s'est passé, c'est que pour faire très très vite, il y a eu en effet, ça s'est mal passé quand il est associé à Zayn, ça a commencé à mal se passer avec McMahon. Ils ont été dépouchés énormément, ils ont même été vachement humiliés, j'en ai parlé dans une autre émission. Il a été blessé. Alors, il y a eu la feud de humiliation avec Braun Strowman, où il a été jusqu'à être recouvert de merde symboliquement. Il a été blessé, il est parti. Et en fait, mais c'est ça le truc, en fait, la clé de ce truc, c'est qu'il y a une espèce de relation bizarre avec Vince McMahon qui l'humilie de temps en temps et qui de temps en temps lui dit tu es mon fils spirituel, je t'aime, je te donne ce que tu veux. Et donc, il est revenu, il a été humilié, il est revenu directement dans une feud contre Daniel Bryan pour le titre de SmackDown encore. Donc il est passé de jobber humilié à Raw à feud pour le titre à SmackDown après directement. Donc ça résume un petit peu le truc, c'est qu'il fait du yo-yo comme ça en permanence. Et en fait depuis, il a eu un run en tant que face où il a été en l'occurrence plutôt valorisé, où il a battu plusieurs fois Shane McMahon, où il a d'ailleurs fait virer Shane McMahon dans l'histoire de la télévision de SmackDown. En fait, en tant que face, il a eu un run où il gagnait quasiment tout, il gagnait toutes ses feuds, à part celle de Roman Reigns, où il a été... l'histoire, c'était qu'il se faisait arnaquer à chaque fois, mais il était quand même booké comme plus fort que Roman Reigns. C'est d'ailleurs un des seuls challengers de Roman Reigns qui a été booké comme plus fort que lui dans la KFL. Donc en fait, en tant que face, il est quand même sur une trajectoire de progrès où il est de plus en plus over, et ça va jusqu'à WrestleMania. Donc en fait, en fait, il y a quand même, malgré tout, il y a quand même une progression, il est de plus en plus important pour Vince McMahon, et le fait qu'on lui ait donné ça à Mania, donc la feud contre Stone Cold, ça en fait quand même quelqu'un de... Aux yeux de Vince McMahon, il fait partie des Hall of Fame maintenant. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu
ça rigole pas trop avec Vince McMahon quand on travaille avec des légendes et avec ce type de légendes comme Styles qui a eu le dernier match de Taker. Ça veut dire maintenant tu fais partie des grands, quoi. T'es avec nous parmi les grands hommes, tout ça, voilà. Donc après, oui, je sais pas comment ça va se passer après au niveau de Mania, mais en tout cas, en fait, il se fait le yo-yo, mais en fait, il gagne des points progressivement de plus en plus quand même, quoi. Donc bon, voilà, c'est pour être un peu plus positif quand même. Non, mais au-delà d'être positif, je pense que tu as une dimension. C'est assez drôle, hein, parce que tu es clairement. On l'a déjà dit, hein, Kevin Owens, pour toi, c'est Kenny Omega pour moi, par exemple. Je laisserai Félix avoir son équivalence à titre perso. On pourrait dire CM Punk, je pense, je me mouille pas trop. Oui. Oui. Mais en gros, je pense que tu gardes quand même la tête froide par rapport à tout ça, parce que ce que tu dis, c'est assez logique, mais peut-être, et c'est une petite nuance que je vais faire, peut-être que ça coïncide à la fois avec la tendance que j'ai à mettre ce catcheur-là, donc Kevin Owens, sur un piédestal, et aussi un peu au désintéressement ces derniers temps en particulier de ma part de la WWE, et un agacement sur ce côté quand même très YOLO sur beaucoup d'arcs qui sont proposés. Donc peut-être que c'est plus lié à ça et que ça m'empêche, que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour voir les bons points et les progressions que fait Owens petit à petit. Voilà, on te laisse, vu que c'était un peu, quand je dis ton émission, hein, c'était un peu vraiment le dernier mot. Le catcheur de ton cœur. On te laisse, si tu en as, à rajouter les dernières choses, Michael, avant. Non, on peut parler du coup, on a parlé brièvement, mais par rapport, il y a un truc important quand même, c'est qu'il a pas signé avec la AEW et tout le monde voulait qu'il signe avec la AEW. Parfait, oui. Et clairement, alors moi j'étais un peu énervé parce que moi je trouve quand même que alors en l'occurrence, il a une trajectoire au final plutôt positive, mais il y a trop de trous dans il y a trop de mois où il fait rien. Ouais, clairement. Et ça, je trouve que c'est une perte de temps et qu'il a 37 ans et que j'ai envie qu'il puisse faire des choses, quoi. Donc c'est ça qui est embêtant un peu. Par exemple, là, j'espère qu'après Mania, il va pas être 2 mois sans avoir une feud comme ça, on est d'accord. Donc moi, j'aurais bien voulu qu'il aille à les Blues, forcément avec des Blues. Tous ses anciens amis. Alors en plus, ça, on n'en a pas parlé, mais il y a toujours le truc rigolo que j'ai déjà raconté qui est un peu à l'origine de l'EW, parce qu'en fait, il a un peu lancé les Young Bucks. En plus de ça, ils ont dit dans une interview qu'il leur a appris à se marketer et à se mettre en valeur. Il a aussi présenté Cody aux Young Bucks. Alors c'est intéressant parce que Cody vient de revenir à Glow, donc c'est un petit peu toute l'histoire autour de Kevin Owens se cristalline un peu. Ouais. Et donc il y a beaucoup de choses. Il a aussi du coup été en partie. Il faut savoir que Jericho, avant la bromance avec Kevin Owens, voulait arrêter, et que c'est la bromance avec Kevin Owens qui lui a redonné envie de catcher. Et c'est au final l'humiliation de voir, la vexation, on va dire, de voir leur match ne pas être pour le titre, donc comme on le disait tout à l'heure à Mania, qui l'a fait partir de la WWE et qui l'a fait rejoindre les W. Donc quasiment tellement de choses fondatrices de l'EW qui sont associées à Kevin Owens, c'est assez hallucinant. Et donc on a tous envie que Kevin Owens aille à l'EW, surtout que là-bas il pourrait y avoir des matchs incroyables avec plein de catcheurs. Et en fait, alors au début, on a dit qu'il avait dit lui que c'était pour l'argent parce qu'il voulait de l'argent pour sa famille. Alors moi, je trouvais ça un petit peu agaçant parce que je pensais à ça, moi aussi. Ouais. Tout le monde faisait comme si, je pense pas que s'il avait signé à l'EW, il serait à la rue. Hein. Je pense qu'il aurait aussi de l'argent. Alors peut-être que c'est pas les mêmes sommes, mais bon, c'est choisir entre être riche et être très riche. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas non plus. Voilà. Et il y a plein de gens qui font ce choix-là. Je veux dire, de John Moxley à Bryan Danielson. Je pense que si ces gens font ce choix-là, je ne vois pas pourquoi Kevin Owens pourrait pas le faire. Mais ce qui fait que Kevin Owens reste, la vraie raison, je pense, c'est qu'en vrai, il y a un syndrome. C'est Vince McMahon, mais c'est qu'en plus, c'est qu'il y a peut-être de trucs avec Vince McMahon où, même quand il est traité mal et qu'il a rien pendant quelques mois, quand soudainement on lui donne Stone Cold à Mania dans le main event, le problème, c'est qu'avec Vince McMahon, il y a cette espèce de chantage où on est là, genre, oui, j'ai envie de partir parce qu'au jour le jour, je suis pas content de ce qu'on fait avec moi. Mais si je pars, je saurai jamais si l'année prochaine, on va me tomber dessus, on va me donner un main event à Mania. En fait, on oublie un peu d'ordurer tout pour savoir qu'est-ce qu'on va nous donner au final, en fait, avec Vince McMahon. Et c'est pour ça que Vince McMahon joue vachement à la loyauté. C'est-à-dire, oui, t'es pas parti avec DW, et
voilà, te donne ton main event à Mania. Et ça, donc on finit toujours par être récompensé quelque part de ta loyauté à Vince McMahon. Même si le chemin peut être dur. Et il y a aussi qu'il dit souvent qu'en fait, il aime beaucoup les équipes, il aime beaucoup les catcheurs avec qui travaille. Donc en fait, même si ses anciens amis sont AEW, il se sent bien en tant qu'environnement de travail, il se sent très bien maintenant. On parlait de sa famille biologique, il y a sa famille de catch aussi, hein, qui est la WWE. Évidemment, tu crées des liens. Et puis je pense, vu le bonhomme, clairement, même en termes d'empathie, il a des capacités à se lier à beaucoup de gens. Messieurs, avant de terminer, je voulais qu'on reste encore plus sur une bonne dernière note. En une phrase, j'ai dit une phrase maximum, vous choisissez votre événement ever de Kevin Owens. Ça peut être un spot, ça peut être ce que vous voulez, récent, ancien. Félix. En une phrase. Ou simplement tu nommes l'événement et tu le recontextualises en une phrase. Parce que sinon je nous connais. Une phrase qui le définit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, encore une fois, le truc le plus marquant et le plus emblématique pour Kevin Owens / Kevin Steen pour moi, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure quand on parlait de la Ring of Honor et d'El Generico, son match Fight Without Honor de Final Battle 2010. J'essaierai de trouver le lien et de vous le mettre en description parce que ça vaut vraiment le détour et ça englobe tout ce qu'est Kevin Steen sur le ring, mais aussi en dehors, parce qu'il y a beaucoup de travail narratif et d'acteurs dans ce match. Voilà. Très bien. Mickaël ? Moi, je sais pas, il y en a beaucoup, mais je vais dire un petit peu, pour prendre un truc un peu décalé, le match dont on n'a pas parlé d'ailleurs, mais le match qu'il y a eu à Mania l'année dernière contre Zayn. Ouais. Il représente beaucoup de choses, parce que c'était un match qu'on lui a donné un peu à lui et à Zayn pour leur faire plaisir, parce que c'était leur rêve d'avoir un match à Mania. Et en même temps, c'est une chute pourrie avec Logan Paul qui avait été rajouté à ça, ce qui était un peu... Pour lui. Et surtout, le match, on leur a donné 9 minutes. Et en 9 minutes, ils ont quand même réussi à faire clairement ce qui a été le match le plus sophistiqué de Mania en termes de moves et tout. Enfin, c'était un match assez hallucinant avec des neckbreakers, des brainbusters dans tous les sens, comme on voit pas trop à la bleu. Ouais. Mais ça représente un petit peu tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu leurs 9 minutes pour faire leur petit match à la Ring of Honor, à Mania, mais c'était dans un contexte un peu humiliant, un peu dévalorisant. Voilà. C'est sûr. Bon, c'est l'émission de Mickaël, on avait dit une phrase, mais c'est pas grave, on l'aime. Moi, je termine, j'ai cité la fameuse prise, effectivement, sur Sami Zayn à NXT à l'époque. Je vais terminer, en fait, avec WrestleMania 36. Et je sais que c'est très très chaud, c'est peut-être un peu moins cérébral, un peu moins abouti, mais c'est le saut de Kevin Owens sur Seth Rollins du haut du bateau de WrestleMania, du galion de pirates. Et simplement, au-delà de ça, il n'y a pas que le côté waouh, il y a le match qui est quand même excellent et qui m'a vraiment, je l'avais jamais vraiment perdu, mais redonné foi. Sur un spot où beaucoup de gens avaient perdu la foi, en plus c'était le confinement, etc. Vraiment, c'était un match assez extraordinaire. Voyez-le si vous l'avez jamais vu, et puis regardez au moins le spot qui est assez dingue. WrestleMania 36, qui est Kevin Owens contre Seth Rollins. Voilà qui achève cette émission sur la sommité Kevin Steen, Kevin Owens. D'un Kevin à l'autre, il n'y a qu'un pas. Merci en tout cas d'avoir écouté. Merci messieurs, un grand merci Mickaël du coup, parce que c'est vrai que c'était un peu le marronnier de se dire qu'un jour on la ferait cette émission, même si c'est un peu tous les jours. On l'a fait. C'est un peu tous les jours la fête à Kevin Owens quand Mickaël est dans une émission. Merci comme d'habitude à Félix qui s'occupe de montage des émissions, d'animer effectivement les réseaux sociaux. En parlant de ça, le CatchaCast Twitter et Facebook. Également en complément, si vous voulez avoir l'exception catchesque et The Alt signé par notre cher Félix ici présent. Et du côté de Mickaël, Orioto, donc son blast d'artiste ORIOTO que vous retrouvez sur Twitter, Facebook, Instagram, et si vous voulez le soutenir en plus de récupérer des magnifiques parfois wallpapers gratuits, les prints ou le Patreon, patreon.com/ORIOTO.
Orioto. S'il y a eu une erreur, les copains s'en chargeront de me corriger. On se retrouve bientôt pour vous parler, on peut le dire dès maintenant, du dernier WrestleMania, faire un petit récap et éventuellement peut-être des news environnantes. Merci de continuer à nous suivre. N'hésitez pas à prêcher la bonne parole et à parler de nous sur les réseaux. Et à bientôt. Ciao. 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 Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre.